Perdu au cœur de l'Amazonie bolivienne, un jeune homme va défier l'impossible, face à une nature indifférente et à des prédateurs invisibles. Le corps cède, l'esprit vacille. 1981, Bolivie. Une décision, une erreur, une vie en jeu. Yossi Ginsberg. 22 ans, 19 jours. Seul. Comment a-t-il survécu? Au début des années 80, le monde est une mosaïque de tensions et de promesses. Pour Yossi Ginsberg, un jeune Israélien tout juste sorti de 3 ans de service militaire dans la marine, ce monde est avant tout un appel. Un appel à l'aventure, loin des conflits et des certitudes. Il est animé par une quête profonde de liberté, une envie irrépressible de se perdre pour mieux se trouver, dans les recoins les plus sauvages de la planète. À 22 ans, il concrétise ce rêve. L'Amérique du Sud devient son horizon. Avec pour seul compagnon son sac à dos et une soif inextinguible d'inconnu, il s'envole vers un continent qui incarne le mystère et la démesure. Chaque pas est une rupture avec son passé, chaque rencontre une page blanche. Son périple le mène en Bolivie, jusqu'à La Paz, la capitale la plus haute du monde. C'est une ville suspendue entre ciel et terre, un labyrinthe de ruelles colorées où l'air raréfié se charge des murmures des sommets andins. Mais au-delà des montagnes, une autre promesse l'attire, plus puissante encore, celle de la jungle amazonienne, un territoire vierge et impénétrable. C'est là que les destins se croisent. Yossi rencontre Kevin, un photographe américain, et Marcus, un enseignant suisse. Le trio est bientôt complété par Karl, un Autrichien énigmatique qui se présente comme géologue. Il leur fait miroiter une expédition au cœur de la forêt, une aventure unique. Le plan, aussi séduisant qu'improvisé, est de remonter le fleuve Tuichi. Karl leur parle d'or caché dans les rivières et de la possibilité de rencontrer des tribus indigènes isolées du monde moderne. Pour ces jeunes aventuriers, l'appât du gain se mêle à l'ivresse de l'exploration. La décision est prise, rapide, presque insouciante. Ils s'apprêtent à pénétrer un royaume qui n'obéit à aucune règle humaine. Un monde où les cartes sont illusoires et les promesses fragiles. Car la jungle, elle, ne suit jamais les plans des hommes. La progression devient un calvaire. La jungle, autrefois promesse d'aventure, se resserre en un étau végétal. La pluie incessante martèle la canopée, transformant le sol en une boue tenace qui aspire chaque pas. L'humidité sature l'air, les vêtements, les esprits. Chaque mouvement demande un effort surhumain, chaque respiration est un combat contre l'atmosphère suffocante. C'est dans ce contexte que le corps de Marcus cède. Ses pieds, attaqués par les champignons et les infections, ne sont plus que des plaies ouvertes. La douleur est insoutenable. Bientôt, la fièvre s'installe, le clouant au sol, grelottant malgré la chaleur moite. L'épuisement n'est plus seulement physique, il devient une maladie qui ronge le groupe de l'intérieur. La maladie de Marcus cristallise toutes les tensions. Les reproches fusent, les doutes s'installent. Karl, le guide, est pointé du doigt. A-t-il menti sur la durée du trajet? A-t-il sous-estimé les dangers? Le groupe est face à un dilemme impossible. Continuer à ce rythme d'escargot et risquer que tout le monde s'effondre, ou abandonner l'expédition, et Marcus avec. La confiance est rompue. La décision est prise, brutale et irrévocable. Le groupe se sépare. Karl, se sentant responsable, décide de rebrousser chemin avec Marcus, promettant de revenir avec de l'aide. Kevin, lui, choisit de rester avec Yossi. Les deux amis se retrouvent seuls, face à l'inconnu. Leur nouvel espoir, le fleuve. Ils décident de construire un radeau, une embarcation de fortune pour échapper à la marche infernale. C'est un pari insensé, un acte de foi envers cette rivière dont ils ne savent rien. Pendant 2 jours, ils travaillent sans relâche, leurs mains assemblant troncs et lianes, investissant leur dernière force dans cette fragile promesse de salut. Au départ, l'eau semble être leur allié. Le courant les porte, le silence de la glisse remplace le bruit de leurs pas épuisés. Mais le fleuve est un être vivant, changeant. Le calme n'est qu'un prélude. Bientôt, un grondement sourd se fait entendre au loin. L'eau s'accélère. Le guide bienveillant commence à montrer son vrai visage. Soudain, c'est le chaos. Les rapides frappent avec une violence inouïe. Le radeau, si péniblement construit, est projeté contre un rocher et se disloque en un instant. Les troncs se séparent. Les lianes cèdent. Yossi est projeté dans les flots glacés. Le courant, d'une puissance phénoménale, l'aspire vers le fond. Il est pris dans une machine à laver naturelle, perdant tout sens de l'orientation, du haut et du bas. Le silence devient assourdissant. Le froid pénètre jusqu'aux os. Ses poumons brûlent, réclamant un air qui n'existe plus. Le monde s'éteint dans un tourbillon sombre. La lutte cesse.
Mais un réflexe primal, l'instinct de survie le plus pur, prend le dessus. Sa main s'agrippe à quelque chose, une branche. Il remonte à la surface dans une explosion de toux et de halètements. De l'air, enfin, brûlant, précieux. Épuisé, il se traîne sur la berge. Quand il parvient enfin à ouvrir les yeux, la réalité le frappe plus durement encore que le courant. Il est seul. Il crie le nom de son ami, un son rauque et désespéré qui se perd dans le bruit de l'eau. Aucune réponse. Kevin a disparu. Autour de lui, la jungle, indifférente, a repris ses droits. Les arbres immenses forment une prison végétale. Les ombres semblent plus lourdes, plus menaçantes. Le fleuve qui devait le sauver l'a condamné à la solitude la plus totale. La jungle engloutit tout. Le son, la lumière, et maintenant, l'espoir. Pour Yossi Ginsberg, l'aventure est terminée. La survie commence. Kevin! Kevin! Aucune réponse. Le silence de son ami est une absence assourdissante. Autour de lui, la forêt bourdonne, indifférente à sa solitude. Chaque seconde qui s'écoule transforme l'espoir en une certitude glaciale. Il est seul, vraiment seul. L'instinct de survie prend le relais. Il suit la rivière, la seule carte possible dans ce labyrinthe végétal, laissant des signes derrière lui. Des balises pour que Kevin le retrouve, ou peut-être pour ne pas se perdre lui-même. Les jours se fondent les uns dans les autres, marqués par une seule obsession, la faim. Une douleur qui dévore ses muscles, ses pensées. Son corps, autrefois fort, devient une machine à l'agonie, cannibalisant ses propres réserves. Puis, un miracle, un nid, des œufs crus. Ce n'est pas un repas, c'est une transfusion de vie, un sursis gagné contre la mort. Mais son corps affaibli refuse ce cadeau. Il rend tout. Pourtant, il n'y a pas de place pour le désespoir. Il recommence, mangeant des baies, des racines, des larves. Survivre, c'est insister. La pluie est incessante. L'humidité est un ennemi silencieux. Ses pieds, constamment trempés, se décomposent vivants. La douleur devient une torture à chaque pas. Et comme si cela ne suffisait pas, vient l'horreur intime. Une pulsation anormale sur son front. Quelque chose bouge sous sa peau. Une vie parasite s'est installée en lui. La jungle n'est plus seulement autour de lui, elle est en lui. La panique cède la place à une résolution glaciale. Il devient son propre chirurgien. L'incision est un acte de violence et de libération. La douleur est fulgurante, mais la vision de l'intrus qui émerge est une source de force macabre. 14 au total. 14 parasites extraits dans le sang et la sueur. La nuit, la jungle change de visage. Et puis, un regard. 2 points d'or qui flottent dans le noir. Un jaguar. Le prédateur ultime. Il n'a qu'une seule arme, le feu. Cette flamme fragile qui est maintenant son seul rempart. Il la brandit, un homme des cavernes défiant la bête. La peur devient sa compagne de nuit. L'épuisement et la faim fissuraient son esprit. La fièvre s'installe, et avec elle, les mirages. La frontière entre le réel et l'imaginaire s'estompe. Il voit une femme, une apparition sortie de ses souvenirs, qui s'occupe de lui. Est-ce un ange gardien ou le premier signe de la folie? Le corps s'efface. Il est un fantôme qui hante sa propre vie. Mais si la chair faiblit, la volonté, elle, reste. Une étincelle têtue dans un corps qui n'est plus que l'ombre de lui-même. Au bord de l'abîme, il envisage l'impensable. Se laisser aller, laisser la rivière l'emporter, mettre fin à la douleur. Ce serait si simple. Mais quelque chose refuse. Une voix intérieure, plus forte que le rugissement de l'eau. Il choisit de continuer, de tenir. Encore. Un jour de plus. Ce n'est plus une question de survie, mais de défi. 19 jours. 19 jours d'enfer. La dignité a cédé la place à la survie brute. Il est devenu une créature de la forêt, guidé par des instincts primaires. Mais dans ses yeux, une lueur persiste. La vision d'un futur possible, squelettique, mais vivant. Puis, un son. Un bruit qui n'appartient pas à la jungle. Faible, presque imperceptible. Un bourdonnement mécanique. Un mirage auditif? Ou, puis, enfin, un bruit d'hélice brise le sortilège. Quelque part, une fumée noire s'élève. Signal vu, signal compris. L'étreinte dit ce que les mots ne peuvent plus. À l'hôpital, la vérité du corps, 53 kilos, mais vivant. Yossi devient conteur, passeur d'expérience. Il écrit « Back from Twitchy ». Son histoire touche le monde. Il retourne où tout a failli s'arrêter. La survie, c'est choisir.